messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, c'était le 20 juin dernier, Tougan, dans la boucle du Mouhoun, se retrouvait les pieds dans l'eau. 48 heures après, le gouvernement est au chevet de la quarantaine de familles sinistrées. Ces dernières, qui sont pour l'heure hébergées dans une école primaire de la ville, espèrent regagner au plus tôt leur domicile. L'allègement des conditions d'exécution des projets et programmes dans le partenariat public-privé sur la table d'un conseil des ministres extraordinaire. Ce vendredi, un projet de loi et 2 décrets sont à retenir en la matière. Pour en parler, nous serons dans quelques instants avec le ministre en charge de l'économie, Mme Rosine Koulibaly-Sori. Il promettait un emploi bien rémunéré dans une mine située dans le Sanguier. À la clé, un réseau d'escrocs opérant sur la toile. Bien ficelés, leur mode opératoire consistait à soutirer le maximum d'argent à leurs victimes. Les présumés auteurs ont été mis aux arrêts de Réau. Les explications à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Fin de mandat pour l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg au Burkina. Le diplomate fait ses adieux au peuple burkinabé après 4 années placées sous le signe du renforcement de la coopération. Avant lui, le comité international pour le mémorial Thomas Sankara était également reçu au palais de Kossiam. Le point sur l'avancement du projet a été fait au président Roch Kaboré. Le point de ses audiences avec Salifou Belem et Zali Sassanfo. Construction d'un mémorial pour rendre hommage à Thomas Sankara et faire perpétuer son idéologie. Le projet avance lentement mais sûrement. Et les initiateurs sont ici chez le président du Faso pour faire le bilan et évoquer les perspectives. L'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est particulièrement le projet architectural, dont la première phase vient de se terminer. C'était le débat des disait. Et la deuxième phase doit nous amener vers le choix d'un architecte et de son projet que nous allons présenter donc au public. Et nous attendons d'abord les résultats du concours architectural et ce qui nous permettra de pouvoir vous donner une évaluation. Donc bientôt nous allons organiser une cérémonie de souscription volontaire nationale et internationale. À la suite du comité international pour le mémorial Thomas Sankara, c'est l'ambassadrice de Luxembourg qui est venue faire ses adieux au président du Faso. 4 années d'activité qui ont permis de renforcer les liens de coopération entre les 2 pays. Nous sommes engagés aux côtés du Burkina et encore plus que par le passé avec un important programme de soutien aux priorités du gouvernement à travers le PNDES. Et que jamais encore nous avions un programme aussi important de soutien avec 100% de dons pour le Burkina. Au titre des acquis, Martine Chômeur retient surtout la signature d'un nouveau programme de coopération sur 5 ans pour un coût global de 54 milliards de francs CFA. Restons toujours dans les quartiers du palais de Kossiam où le président du Faso et ses plus proches collaborateurs ont donné un signe de cohésion religieuse. Aux côtés des musulmans, les autres confessions ont symboliquement rompu le jeûne en communion. À quelques jours de la fin du Ramadan, le président Kaboré a voulu montrer l'impérieuse nécessité de promouvoir le vivre ensemble. Voyons cela en image avec Nong Bakouda et Frédéric Etienne Bassenga. Une voix de muezzin au palais présidentiel, c'est l'appel à la rupture du jeûne. Sur initiative des travailleurs de la présidence du Faso, Roch Christian Kaboré regroupe la communauté musulmane autour de lui, mais pas seulement. Les catholiques, les évangéliques, mais aussi les coutumiers sont également là pour accompagner leurs frères musulmans à cette rupture de jeûne. La communion fraternelle de ce soir ici à Kossiam illustre à souhait le Burkina Faso que nous, musulmans, nous voulons. En communion avec tous les autres croyants, voulons aujourd'hui, demain et toujours pour les générations présentes et futures. Merci, Monsieur le Président, pour avoir organisé cette réunion familiale qui est une première dans notre nation depuis la Haute-Volta au Burkina Faso.
Rochma Christian Kaboré souligne le plaisir de partager ce moment avec la communauté musulmane avant de souhaiter qu'elle reçoive toutes les grâces attendues. Le président du Faso magnifie également le dialogue religieux et rappelle l'impérieuse nécessité de cultiver l'esprit de cohésion sociale au Burkina Faso. C'est une joie pour moi également de non seulement faire cette rupture du jeûne avec les musulmans, mais également de constater la présence de son éminence le cardinal et du pasteur Samuel Yamyogo, qui témoigne, si besoin était, que le dialogue interreligieux au Burkina Faso est une réalité. C'est une réalité, le cardinal vient de le rappeler, au niveau des plus hauts dignitaires de nos différentes croyances. Il y a des rencontres qui se font, des discussions qui se mènent. Et comme j'ai dit très souvent au Burkina Faso, qu'on soit musulman, catholique, des religions traditionnelles ou protestants, nous nous retrouvons tous les jours ensemble, que ce soit pour les joies ou que ce soit pour les peines. Et je voudrais saluer cette disponibilité générale du respect mutuel de nos religions respectives. Et je pense que c'est un atout qui est important pour nous. Rochma Christian Kaboré salue aussi le travail d'éducation de la communauté musulmane dans la lutte contre l'intolérance religieuse. Le président du Faso l'a exhorté à persévérer dans ce sens, car pour lui, le Burkina sera construit que si une vraie fraternité règne entre les différentes communautés. Une fraternité qui se manifeste autrement à Tougan. La localité a été durement touchée par une grande pluie tombée mardi dernier. Le gouvernement donne le ton de la chaîne de solidarité à travers un don de vivres et de matériel divers aux 48 familles sinistrées. Le point avec nos confrères de la RTB de Boucle du Mouhoun, Yves Ramba et Karim Oudraogo. Une pluie diluvienne a occasionné des dégâts matériels ce mardi 20 juin au secteur 2 et 3 de Tougan. Et la délégation gouvernementale vient apporter un secours à la population sinistrée à travers un don de vivres. Son Excellence Paul Kabacheba, Premier ministre, m'a instruite de faire le déplacement de Tougan ce matin pour venir porter assistance et traduire toute la solidarité du gouvernement du Burkina Faso à la population de Tougan en général et singulièrement aux populations sinistrées. Nous avons vu toutes ces maisons qui se sont écroulées et tous les biens engloutis dans l'eau et dans la boue. Et surtout, ce qui est très touchant, c'est les effets des enfants, les effets scolaires des enfants qui sont pour la plupart en période d'examen. Ma maison, j'ai perdu mon mari, ça fait 1 mois aujourd'hui. Il n'y a pas personne pour m'aider à construire cette maison-là. Même en gagnant ces choses-là, je ne sais même pas comment les garder dans la maison. Il faut que je confie ça à quelqu'un, à mes voisins là-bas. Sinon, il n'y a pas de maison. Ce don de vivre n'est qu'une réaction d'urgence et d'autres mesures s'en suivront, rassure Laure Jongo. Dans l'immédiat, c'est de pouvoir donner de quoi vêtir à ces populations, de pouvoir donner de quoi manger à ces populations. Le CONASUR et notre direction régionale ici, et présente la direction provinciale, entreprendront des mesures pour pouvoir permettre à ces populations de se relever dans la dignité. Pour le moment, certains sinistrés sont hébergés à l'école primaire Al-Wata Diawara de Tougan. À présent, le point sur le Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu ce vendredi à Ouagadougou. Sur la table du gouvernement, l'allègement des conditions d'exécution des projets et programmes dans le cadre du PPP, le partenariat public-privé. Des décrets ont été adoptés à cet effet. Précision Rasman Zoundi et Zoubaviel David Dabiri. Moins de 30% du budget d'investissement au titre de l'année 2017 est effectivement mis en œuvre à ce jour. Un chiffre en deçà des attentes du gouvernement qui, selon le ministère en charge des Finances, s'explique par les mouvements de revendication observés cette année dans les administrations publiques. Et à ce Conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement prend des mesures en vue d'accélérer la mise en œuvre de ces engagements, notamment dans les secteurs sociaux. Il s'agissait alors au niveau du gouvernement, étant entendu que les engagements avaient été pris
avec la population, surtout au niveau du secteur social, quand vous voyez les questions d'approvisionnement en eau, et dans le secteur de la santé et dans le secteur de l'énergie, les infrastructures qui sont dans un état de délabrement avancé, le gouvernement a donc pris la décision d'abord de soumettre un projet de loi à l'Assemblée nationale pour ce qui concerne les ententes directes au niveau des PPP et deux décrets, ça c'est au niveau gouvernemental, c'est concernant la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel, ça on en a parlé le mercredi dernier, et concernant aussi d'autres projets qui sont inscrits au niveau du PIP, du programme d'investissement public de 2017. Il s'agit donc pour le gouvernement de miser sur le partenariat public-privé avec en toile de fond la procédure d'entente directe. Une procédure qui, selon la ministre en charge des Finances, sera suffisamment balisée dans sa mise en œuvre pour éviter les dérives et autres abus. Mais je voudrais aussi rassurer que nous avons dans ces textes-là mis les balises requises pour nous assurer que la procédure d'entente directe va s'exécuter sous un certain nombre de conditions. Les principales conditions, c'est lesquelles? C'est de s'assurer du choix des entreprises prestataires ou fournisseurs. Il s'agit de s'assurer que ces entreprises ont effectivement les capacités financières et techniques pour faire le travail important. Deuxièmement, nous devons nous assurer que ces entreprises sont en règle vis-à-vis du fisc, de la législation, etc. Puisque, comme nous vous avions dit au début, toutes les entreprises qui ont abandonné des chantiers, etc., sont blacklistées et elles ne pourront pas être prises en compte au niveau de cette nouvelle procédure. Troisième élément, il y a la condition que les prix unitaires qui vont être appliqués, que ces prix unitaires soient conformes à la mercuriale des prix. Nous avons des prix de référence. 8 ministères sont concernés par ces mesures d'entente directe. Il s'agit entre autres de ceux en charge de l'énergie, de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de l'agriculture, selon Adizatou Rosine Koulibaly, qui précise que l'État envisage également des mesures en vue d'accroître la mobilisation des ressources. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, une session extraordinaire qui se tient à l'Assemblée nationale et puis à l'initiative du gouvernement, ce Conseil des ministres extraordinaire, dites-nous, qu'est-ce qui fait courir le gouvernement? Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez. Et je ne pense pas que le gouvernement court, mais le gouvernement répond aux attentes des populations. Et il s'agit d'un certain nombre d'engagements qui ont été pris et dans le cadre du plan national de développement économique et social. Et chemin faisant, nous faisons régulièrement le bilan. Et lorsque le bilan est fait, normalement, des mesures d'ajustement sont prises. Et en termes de mesures d'ajustement, nous nous sommes rendus compte justement qu'il y avait un retard dans l'exécution du programme de 2017, du programme d'investissement 2017. Et c'est pour cela que nous avons pris un certain nombre de mesures correctrices. Alors, le gouvernement qui entend recourir à la procédure directe, aussi bien pour les contrats, les passations de contrats PPP que pour la passation des marchés publics, et cela pour une période de 6 mois. Qu'est-ce qui justifie donc de plus en profondeur ces procédures exceptionnelles? Nous avons fait le point. À la fin mai, on était à moins de 25% d'exécution du programme d'investissement public. Voilà. En tant que gouvernement, il fallait donc prendre une décision. Quels sont les domaines clés qui sont peut-être concernés? C'est pour ça que j'allais en venir. Et c'est pour cela qu'on s'est dit, il y a des projets qui vont s'exécuter selon la procédure normale. Là, il n'y a pas de problème. Mais il y a des domaines importants pour lesquels, si nous laissons les actions en souffrance, la population va le sentir. Et donc, les secteurs qui ont été retenus, c'est l'éducation, c'est le secteur de l'enseignement supérieur, vous voyez les universités. Nous avons le secteur de la santé, les centres médicaux qu'il faut doter d'équipements, etc. Cela ne veut pas attendre. Vous avez vu les scanners qui manquent par-ci et par-là, ça c'est très important. Le secteur de l'énergie, le secteur des infrastructures routières, l'agriculture et l'élevage, le secteur de l'eau, c'est très important, et puis le secteur de l'humanitaire. Je suivais le journal tout à l'heure, et lorsque les populations, par exemple, font faire face à des inondations, est-ce que le gouvernement doit s'asseoir
et enclencher des procédures qui vont prendre 2, 3 et 4 mois? C'est ça la question. Et donc, c'est pour cela que le gouvernement, de façon responsable, a analysé l'état d'exécution des différents projets et a sélectionné une liste restreinte de projets qui pourront passer effectivement par la procédure d'entente directe. Vous avez suivi un autre point qui est très important, le programme d'urgence pour le Sahel. Avec toute la menace que nous avons dans cette zone, je pense qu'un gouvernement responsable ne va pas dire nous allons attendre que les projets se déroulent normalement jusqu'en décembre alors que les populations sont sous stress et sont sous la menace terroriste. Donc c'est pour cela que les infrastructures dans la région du Sahel, y compris l'appui aux forces de défense et de sécurité, nous avons pensé que c'était quelque chose d'important et le gouvernement, en toute responsabilité, a décidé effectivement d'utiliser cette procédure-là, bien sûr, sous un certain nombre de conditions. Et justement, on va en venir, qui dit entente directe dit forcément collusion et dissipation des fonds publics. En tout cas, c'est ainsi que le gré à gré est perçu par le commun des Burkinabés. Quelles sont alors, vous avez dans l'élément, dans le reportage qui est passé tantôt, soulevé quelques balises, mais quelles sont les balises qui sont posées, qui sont mises donc pour que l'on ne se retrouve pas dans des cas de corruption? Bon, d'abord, je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de secteurs, dont un certain nombre de secteurs ont été choisis. Il y a aussi un certain nombre de projets à l'intérieur des secteurs. Dans les mêmes secteurs, vous allez voir que les projets s'exécutent normalement par la procédure normale. Donc, un certain nombre de projets ont été retenus. Il y a le fait qu'on est obligé d'avoir des références de prix. Lorsque vous savez, par exemple, qu'un kilomètre de route coûte tel montant donné, vous avez déjà ça au niveau de votre référentiel de prix, on est obligé de se référer à cela. Nous tenons compte de la capacité des entreprises qui ont abandonné des chantiers, par exemple, qui n'ont aucune capacité technique de le faire, nous n'allons pas les retenir. Des entreprises qui ne sont pas en règle vis-à-vis du fisc, nous n'allons pas les retenir. Et mieux, il est prévu que avant que les ministères sectoriels ne contractualisent, qu'elles vérifient avec le ministère en charge des finances qu'ils ont vraiment respecté la mercuriale des prix et qu'ils peuvent aller de l'avant. Et après, a posteriori, il y aura un audit de la mise en œuvre effectivement de ces différents programmes. Donc je crois qu'un certain nombre de mesures ont été prises pour éviter justement, et je comprends que tout le monde se pose des questions, y compris nous-mêmes, donc c'est normal. La preuve, c'est que nous n'avons pas dit tout le programme d'investissement public va s'exécuter sous cette modalité. Donc c'est pour cela donc, que nous avons pris un certain nombre de mesures. Merci à vous, Madame le ministre, d'avoir été sur ce plateau justement pour nous édifier sur les décisions du Conseil des ministres extraordinaires qui s'est tenu ce jour même à Ouagadougou. Et puis nous restons dans ce chapitre de l'économie pour évoquer la première session ordinaire de l'année de la Commission nationale de lutte contre la fraude. La facture normalisée est au centre de cette question, de cette session qui se tient à Ouagadougou. La facture qui est désormais en vigueur est un instrument de lutte contre le faux et la fraude, et les acteurs se penchent sur sa mise en œuvre. Nongba Kouda et Kadi Sanogo. La question de la fraude est un véritable fléau dans notre pays. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place l'Autorité nationale de lutte contre la fraude, une structure qui a pour mission de lutter contre la fraude fiscale, douanière, économique et environnementale. Cette première session de l'année 2017 de la Commission nationale de lutte contre la fraude est placée sous le thème « Institution de la facture normalisée, un instrument de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso ». Une rencontre d'échange et de sensibilisation qui regroupe tous les acteurs intervenant dans la lutte contre la fraude. L'actualité oblige, le thème qui a été choisi quand même, c'est un thème nouveau, récent, c'est un instrument qui vient d'être institué et c'était vraiment important pour la coordination des activités de parler de ce thème-là. La facture normalisée vient pour lutter contre toutes ces mauvaises pratiques et c'est très bien que la Commission nationale de lutte contre la fraude ait choisi ce thème-là qui va nous permettre de continuer à informer, de continuer à sensibiliser d'abord les opérateurs économiques, mais toute la population, parce que nous sommes tous concernés par la lutte contre la fraude et le faux. Cette session va permettre aux participants d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes de la mise en œuvre de la facture normalisée, un outil élaboré par la Direction générale des impôts. Des recettes seront proposées
pour informer et sensibiliser efficacement les contribuables sur l'utilisation de cette facture. Des besoins qui se chiffrent à plus de 116 milliards de nos francs. Le secrétariat permanent de lutte contre le sida mène le plaidoyer auprès de ses bailleurs de fonds. À ce jour, le manque à gagner s'élève à un peu plus de 10 milliards et le SPCNLS compte sur les partenaires financiers, lesquels ont été conviés à une présentation de la stratégie de lutte contre le VIH-Sida. Adama Guiti et Ismaël Diloma Sirima nous font le point. Au final, c'est un gap de plus de 7 milliards sur 10 qui ont été comblés à cette table ronde des bailleurs de fonds pour la lutte contre le VIH-Sida. À présent, le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le VIH, SPCNLS, dispose de près de 113 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de son cadre stratégique national pour la période 2016-2020. Le gouvernement lui-même contribue au financement de ce plan à hauteur de plus de 60 milliards de francs CFA. En tout cas, nous finançons 12 à 13 milliards par an. Et nous apportons 60% de la réponse, ce qui montre quand même qu'il y a un engagement fort au niveau du Burkina Faso. Grâce à ces fonds, le SPCNLS ambitionne de mettre conjointement en œuvre le cadre stratégique national et le plan d'urgence d'accélération de la réponse au VIH-Sida. Si on finançait le tout, nous pourrons d'ici 2020 éviter près de 2000 nouvelles infections et éviter près de 2500 morts liées au sida. Nous voulons, en arrêtant les nouvelles infections, faciliter la prise en charge de ceux qui sont déjà infectés et assurer qu'il n'y aura plus de nouvelles infections, il n'y aura plus de décès liés au sida. Dans cette perspective, le SPCNLS envisage de maximiser ses interventions dans les régions à fort taux de prévalence du VIH-Sida. Rendons-nous à présent à Ekulkwala, dans la commune de Réau, province du Sanguié. Une de nos équipes de reportage est tombée sur une pratique qui se mène depuis la nuit des temps. Les groupements de travaux champêtres des cultivateurs qui se relaient pour aider un aîné, le vieux Bako, et celui-là qui a bénéficié de cette forme de solidarité. L'ambiance avec Daouda Ouattara et Draman Guéné. Aujourd'hui, c'est le jour du labour dans le champ du vieux Bako. Nous sommes à Ekulkwala, à 8 km de Réau, dans le Sanguié. Constitués en association, ces jeunes cultivateurs travaillent dans les champs à tour de rôle. Le vieux est venu nous voir, il nous a négocié de venir l'aider à élaborer son champ avant qu'il ne commence à faire les ailes pour pouvoir s'aimer. Comme on est une trentaine, la fois on se divise en deux groupes. L'autre groupe part dans l'autre champ, et l'autre groupe vient dans l'autre champ aussi. C'est une association hybride. Il y a des paysans de profession et aussi des élèves. Serge fait partie de ces élèves qui font leurs vacances dans les champs. J'ai déposé des concours, mais comme c'est une association, j'ai décidé de venir les aider. Je n'ai pas un champ, mais mon père a un champ. Comme ça, tout déroule. Après, eux aussi, on partit pour cultiver le champ de mon père. En 6 heures de travail, rien ne reste dans le champ du vieux Bako. Tout le périmètre est labouré. Satisfait, le vieux Bako les invite sous un grand arbre pour un repos bien mérité. Ici, au pied du grand arbre, il y a à manger et à boire pour tous, même pour les badauds. Mais d'abord, la part des ancêtres. Dégustation ensuite de l'hôte du jour. Les braves cultivateurs peuvent maintenant se régaler. Après tout, le vieux Bako est débordé. Impossible pour lui de dissimuler sa joie. L'association travaille à tour de rôle les lundis et les jeudis dans les champs. La semaine prochaine donc, c'est le tour d'un autre membre.
Dans la suite de cette édition, nous parlons d'un salon dédié à l'alphabétisation et aux publications en langue nationale. Les personnes ayant bénéficié d'une alphabétisation en langue nationale sont mises au devant de la scène. Les enjeux d'un tel salon dans ce reportage signé Koualen Ebié et Kadi Sanogo. Alphabétisation, langue nationale et contribution au développement du Burkina Faso, c'est sous ce thème que se tient à Ouagadougou la première édition du Salon de l'alphabétisation et des publications en langue nationale, s'appelant. Initié par l'équipe du journal Ramdé et les membres de l'association Telba, ce salon a pour objectif de contribuer à la valorisation des connaissances et des compétences des personnes alphabétisées en langue nationale. C'est une initiative qui est venue juste pour remuer, pour renforcer un peu tous ceux qui luttent jour et nuit pour la promotion des langues à travers les productions, l'alphabétisation et tout ce qui peut vraiment développer une personne. Donc il faut vraiment qu'on réagisse, il faut qu'on passe maintenant à l'action. Des mots d'encouragement ont été formulés à l'endroit des promoteurs de ce salon par les premiers responsables du ministère en charge de l'éducation. Quand on enseigne dans une langue que l'enfant comprend, que l'apprenant comprend, que l'adulte lui-même comprend, c'est vraiment bénéfique. Il y a des exercices qui ont démontré la pertinence de l'utilisation de nos langues nationales dans le système éducatif, que ce soit au niveau du formel, que ce soit au niveau du non formel. Et c'est très important. C'est par une visite des stands qu'a pris fin cette cérémonie d'ouverture de ce premier salon de l'alphabétisation et de publication en langue nationale. Et rien n'empêche ces alphabétisés de postuler à une formation professionnelle. 15 métiers sont désormais dotés de référentiels bien établis. Il aura fallu 6 mois pour élaborer ces documents directifs de formation et de certification. Les détails avec Yacouba Gamene et Oumou Sissé. À la rentrée 2017-2018, 15 nouveaux référentiels de formation et de certification viendront enrichir la formation technique et professionnelle au Burkina Faso. Les métiers concernés sont entre autres le métier d'entretien et de maintenance des équipements agricoles, de mécanicien cycle et cyclo et de maçon. Avec ces nouveaux supports didactiques, le nombre de référentiels passe à 25. Ce travail vient confirmer l'orientation du gouvernement, l'orientation du programme national de développement économique qui veut faire de la formation professionnelle le cheval de bataille pour résoudre les questions d'employabilité et d'emploi de la jeunesse. Que nous puissions développer les compétences utiles pour faire d'un maçon un bon maçon, pour faire d'un menuisier un bon menuisier, pour faire d'un mécanicien un bon mécanicien. Ces référentiels de niveau formation modulaire qualifiante, certificats et brevets de qualification professionnelle ont été élaborés avec les différents départements ministériels et l'appui des acteurs des domaines concernés. 5 autres référentiels sont en phase d'élaboration selon le ministre en charge de la jeunesse. Plan Burkina commémore en différé la journée de l'enfant africain dans la province du BAM. La protection, l'autonomisation et l'égalité des chances, c'est le thème porté par cette célébration qui rappelle le massacre d'enfants à Soweto le 16 juin 1976. Des précisions dans ce reportage signé de Adama Guiti et Yolande Lompo. Les conséquences du mariage précoce et ceux liés au travail des enfants dans les sites aurifères expliquées aux populations de la province du BAM à travers une succession de sketchs. L'occasion s'y prête, car en ce jour, l'on célèbre en différé la commémoration de la 27e journée de l'enfant africain. Il y a des bonnes volontés aussi qui nous signalent des cas de mariage d'enfants, de mariage forcé. Donc c'est pour dire que c'est un phénomène en tout cas qui a la peau dure au niveau du BAM. Ce que nous développons en tout cas comme stratégie tous les jours, nous sensibilisons à travers les radios locales pour qu'ensemble nous soyons vigilants pour que les enfants ne prennent pas les sites aurifères comme en tout cas leur lieu de prédilection, mais qu'ils en tout cas privilégient l'école. Beaucoup d'enfants souffrent du manque de protection de leurs droits. À cette tribune, il sera question de faire le point sur la situation de l'enfant africain, mais aussi de prendre des dispositions appropriées afin d'assurer une égalité de chances à tous.
Le plan est très sensible à la célébration de cette journée, en ce sens qu'elle marque ici une revendication par les enfants de leur droit à l'éducation. Le lieu de travail de l'enfant, c'est l'école. Amener l'enfant à l'école, c'est amener l'enfant à apprendre et l'enfant à se préparer pour assumer les responsabilités de demain. Dans le cadre du projet de renforcement des mécanismes communautaires de protection de l'enfant, des kits d'installation, des vélos ainsi que des vivres d'une valeur de 2 millions de francs CFA ont fait le bonheur de quelques bénéficiaires. Je vous le disais, c'est la fin de cavale pour des cyber-escrocs. Sur Internet, ils promettaient un emploi dans la mine de Perquois avec à la clé un salaire des plus alléchants. Mais avant, les postulants devaient envoyer de fortes sommes d'argent via un paiement mobile de Réo. À Ouagadougou, les limiers ont suivi les traces du réseau et les présumés membres ont été présentés à la presse. Le point avec Daouda Ouattara et Draman Guéné. Ils se font passer pour des agents de recrutement, des recruteurs de la mine de zinc de Perquois dans le Sanguier. Ils publient sur le net des offres d'emploi alléchantes supposées provenir de la mine. Les postulants leur versent via Airtel Money des sommes allant de 10 000 à 100 000 francs CFA pour frais de dossier. L'argent est ensuite retiré avec des fausses pièces. L'opérateur qui a permis le mouvement là, et le retrait est considéré comme complice. Parce que dans ce cas de figure, qu'est-ce qui s'est passé? La personne se présente avec une carte ramassée, une carte appartenant à autrui. Soit disant que bon, c'est mon frère qui m'envoie chercher son argent. Et il ne respecte pas la procédure. Et généralement, c'est sur la même personne qui voilà, font plusieurs retraits. Donc la personne est automatiquement citée comme complice. Et c'est ça le rôle de la fille. Gérante de boutique Airtel Money à Ouagadougou, c'est sur elle que les retraits se font. Le réseau, lui, continue d'arnaquer, même étant aux arrêts. Ces téléphones reçoivent toujours des virements d'argent. On a pu voir qu'il y a un qui a envoyé 100 000, 20 000. Voilà, avant ça, c'était 40 000 et 20 000, 2 fois 20 000 et 10 000. Et cela remonte depuis le 30 janvier 2016. Donc, il y a eu déjà des individus qui se présentent devant, à la réception de la mine, comme venant pour un recrutement. Ils sont âgés de 19 à 27 ans et résident tous à Ouagadougou, avec des victimes un peu partout à travers le pays. Le substitut du procureur qualifie leurs actes d'escroquerie et punissable de jusqu'à 5 ans de prison, assorti d'une amende. À l'étranger, le ministère russe de la Défense annonce avoir tiré des missiles sur des cibles du groupe État islamique en Syrie. Le ministère précise que ces tirs opérés depuis la Méditerranée ont atteint des centres de commandement ainsi que des dépôts d'armes appartenant au groupe dans la province de Hama. La Russie a procédé ce vendredi à des tirs de missiles sur des cibles du groupe État islamique. 2 navires de guerre et un sous-marin russe postés au large des côtes syriennes ont expédié 6 engins de type calibre sur des centres de commandement et des dépôts d'armes et de munitions appartenant aux djihadistes. Cette opération militaire orchestrée dans la province centrale de Hama s'est achevée par des frappes aériennes. Si la Russie a informé en amont les forces armées turques et israéliennes, elle ne l'a pas fait pour les États-Unis. Moscou a en effet suspendu toute communication avec Washington concernant les interventions militaires en Syrie depuis qu'un avion américain a détruit un chasseur syrien sans prévenir la partie russe. Les journaux du jour font cas d'une élue à l'Assemblée nationale française qui est d'origine burkinabé. Les quotidiens commentent également la rupture du jeune hier à Kossiam. La revue de la presse est avec Touabouam Evelyne Dabiré. Rupture de jeunes collectifs à Kossiam en ce 27e jour de carême sur une initiative des musulmans travaillant à la présidence du Faso. C'est la principale information relayée par les parutions de ce jour. Objectif, écrit Sidoya, consolider ensemble le dialogue interreligieux. Ce fut une célébration œcuménique qui a débuté par la lecture du Coran, puis un doigt pour demander la bénédiction d'Allah et enfin un message sur le sens du mois du Ramadan, rapporte l'observateur Palga. Pour aujourd'hui au Faso, cette nouvelle communion montre une fois de plus la force de la cohabitation entre les différentes confessions religieuses du Burkina et chaque leader religieux et coutumier a pris la parole pour un message de paix. Était présent, lit-on dans Sidoya,
Outre les représentants de la communauté musulmane, le cardinal Philippe Ouedraogo, le pasteur Samuel Yamugo de la Fédération des Églises évangéliques et un envoyé spécial du Moro Naba, tous musulmans d'un soir, écrit l'Express du Faso. Huguette Tienya, une Samo au Palais Bourbon. Cet autre sujet a intéressé tous les quotidiens qui ont rapporté l'information. Cette Burkinabé a réussi à se faire élire député dans la deuxième circonscription du lot sous la bannière du parti présidentiel, informe aujourd'hui au Faso. Ressortissante de Tiembara dans la province du Sourou, Huguette Tienya est arrivée en France en 2009 pour des études, explique le quotidien. Chose faite puisqu'elle obtint en 2013 un doctorat en génie électrique à l'université du Havre, dont le thème porte sur la modélisation analytique des machines synchronomes à aimant permanent pour l'énergie éolienne, informe l'observateur Palga, qui se demande d'ailleurs par quel tour de passe-passe sa jeune esclave a réussi à se faire élire. Néanmoins, il souhaite à sa petite Samo de 39 ans un bon mandat. Et merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.